Bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, on aborde un sujet particulièrement intéressant. C'est un article comme d'habitude et le titre c'est le suivant. 5 questions pour aider vos employés à trouver leur raison d'être. L'auteur de l'article c'est Christy Hedges. Alors, on commence par cette phrase. Les organisations consacrent des ressources considérables aux valeurs d'entreprise et aux énoncés de mission. Mais même les plus inspirants d'entre eux ont tendance à passer au second plan dans l'agitation quotidienne de la journée de travail. Parmi les plus inspirants, nous avons Volvo avec son engagement en matière de sécurité et Facebook avec son désir de connecter les gens. Ok, tout de suite quand tu lis ça, moi ça me fait penser à ce qu'on appelle le slogan. En général, c'est vraiment dans le slogan que les entreprises énoncent leur raison d'être ou en tout cas leur engagement. Et dans ce slogan-là, tu lis clairement quelle est la raison d'être là, le cœur de mission de l'entreprise. Maintenant, le passage que tu as lu dans l'article là, qui fait l'introduction, je le trouve très juste parce que une chose est d'avoir un slogan, un énoncé qui renseigne sur la mission de l'entreprise, mais une autre est de vraiment avoir cette raison d'être là en tant qu'individu faisant partie de l'entreprise, c'est-à-dire en tant que salarié de l'entreprise ou en tout cas employé de l'entreprise. Une chose est de partager ce sentiment-là et de le porter véritablement parce que au quotidien, il est vrai qu'on accomplit des tâches qui peuvent vraiment être difficiles parfois à connecter avec ce slogan-là. Oui, mais je pense que les employés, en général, ils adhèrent d'abord au slogan. Oui, et c'est comme ça qu'ils choisissent cette entreprise. Oui. Et puis, une fois qu'ils ont adhéré au slogan, ils arrivent à... ils ont leurs tâches. Oui. Et parfois, ils peuvent ne pas faire le lien entre leurs tâches qu'ils ont tous les jours. C'est là même le problème. Voilà. Donc, on peut prendre l'exemple de quelqu'un à Facebook qui écrit des rapports. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un là-bas qui écrit des rapports sur quelque chose. Probablement. Voilà. Et là, toute la journée, elle écrit des rapports. Peut-être avant d'intégrer Facebook, elle a vu le but, la mission de Facebook, c'est d'aider les gens à se connecter. Donc oui, elle le dit, elle dit, moi, si je veux participer à ça, je veux faire quelque chose qui va aider les gens à se connecter. Voilà pourquoi je vais à Facebook. Mais maintenant, tous les jours, je suis là à écrire des rapports. Et il y a une certaine dichotomie qui existe maintenant entre ce qu'elle fait et la mission. Donc, je vais continuer. Ce dont les travailleurs ont vraiment besoin pour se sentir engagés et satisfaits de leur travail, c'est d'un sentiment d'utilité intérieure. Comme l'a constaté Deloitte dans une étude de 2016, les gens se sentent fidèles aux entreprises qui soutiennent leurs propres ambitions de carrière et de vie. Autrement dit, ce qui a du sens pour eux. Ça fait bien sens, ça nous indique très bien combien c'est important que la mission de l'entreprise soit alignée avec la mission, on va dire, je dirais personnelle du salarié, ou en tout cas du membre de l'entreprise. À partir du moment où, comme tu as dit tout à l'heure, il y a une dichotomie, il est clair que c'est assez difficile pour l'employé, pour le salarié, d'être véritablement investi dans les tâches qu'il a tous les jours dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est tellement vrai, parce qu'on peut même le reconnaître à différents niveaux. Quand, dans une équipe, quelqu'un a ses propres ambitions, ses propres objectifs de vie, et qu'ils ne sont pas compatibles. Moi, je ne viens même pas forcément jusqu'à dire que les choses doivent être alignées. Elles peuvent ne pas être alignées, mais il faut qu'elles soient compatibles. Donc, si tu as toi-même tes propres ambitions, tes propres envies, tes propres projections qui ne sont pas compatibles avec ce que fait ton équipe, c'est facile de se détacher de ce qu'on fait, de ne plus se sentir impliqué dans les tâches, de devenir beaucoup plus laxiste, parce qu'on ne voit plus vraiment l'importance de ce qu'on fait. On n'arrive plus à faire le lien entre ça et soi-même. Totalement. Donc, et je pense que c'est à ça qu'on veut venir quand on parle de raison d'être. Oui. Le fait de savoir soi-même déjà quels sont soi-même ses objectifs, ses ambitions et de s'assurer de la compatibilité avec celle du groupe. Pour ça, nous avons quelques techniques. Oui. Donc, la première,
Une technique est la théorie de l'identification des actions, qui postule qu'il existe de nombreux niveaux de description pour toute action. Par exemple, en ce moment même, j'écris cet article. À un niveau inférieur, je tape des mots sur un clavier. À un niveau supérieur, je crée de meilleures guérillas. J'aime beaucoup cet exemple. Je l'aime beaucoup parce qu'il illustre très bien le conseil qui est donné par l'auteur. Elle énonce la tâche qu'elle fait, elle l'énonce de la façon la plus brute qui soit. Elle tape des mots sur un clavier. D'aucuns pourraient dire à quoi ça te sert dans ton travail de tous les jours. Sa mission à elle, c'est d'aider les personnes, d'aider les dirigeants à mieux gérer leurs équipes. Mais le fait de taper des mots sur un clavier, en quoi ça t'aide à améliorer la façon dont les dirigeants gèrent mieux leurs équipes? Et c'est là que toi, en tant que membre d'une entreprise, ou en tout cas, toi, en ayant en tête la mission que tu as, tu sais que tes mots là, les mots que tu tapes là, ne sont pas des mots que tu pioches juste au hasard. Ce ne sont pas des mots que tu écris juste de façon instinctive. Tu choisis avec soin les mots que tu utilises. Tu choisis tes thèmes avec précision, ainsi de suite. En fait, la tâche que tu as accomplie, tu sais qu'elle sert à ça et ça te permet de mieux l'accomplir et de l'accomplir en ayant en tête que ta mission doit être atteinte. Oui. Je trouve, moi, cette technique très puissante, elle a appelé ça l'identification des actions. Et elle a dit, c'est de décrire une action qu'on fait à plusieurs niveaux. Je trouve que c'est une technique de projection très puissante parce que c'est facile de se voir comme un petit grain de sable dans le désert, inutile et voilà, juste là pour compléter l'effectif. Totalement. Et dont l'apport est négligeable, quoi. Voilà, comme si toutes les actions qu'on fait sont insignifiantes. Mais de pouvoir projeter la portée de ces actions à une échelle beaucoup plus grande, déjà ça nous conscientise quand on fait ce qu'on a à faire et ça nous force à être plus impliqués. C'est ça. Tu peux revenir sur l'exemple? Oui, justement. J'allais dire, nous avons notre employé qui fait des rapports à Facebook. Supposons qu'elle s'appelle Marie. Donc, on a Marie, employé qui travaille à Facebook. Sa tâche au quotidien, c'est de rédiger des rapports d'activité. C'est différentes choses. Marie, quand elle a postulé pour travailler à Facebook, elle voulait contribuer au fait de donner la possibilité aux gens de se connecter entre eux. Ce qui est la mission de Facebook à la base. Mais elle est là dans son bureau tous les jours. Elle ne parle même parfois à personne à part à la pause déjeuner, en train de taper ses rapports. Elle ne voit plus trop vraiment le lien entre ce qu'elle fait et cette mission, ce slogan qu'elle avait attiré, qu'elle avait inspiré au début. C'est facile pour Marie de se dire, encore un rapport de plus, quoi. Donc, je fais les chiffres vite fait, je ne fais pas plus attention que ça parce que c'est juste un rapport de plus. Ou Marie pourrait se dire, oui, je suis ici en train de taper un rapport, de collecter des données, d'agréger des données et de faire un rapport, de le présenter, un rapport d'activité. Et sur la base de ce rapport, les décisionnaires vont se réunir et décider de fonctionnalités à ajouter ou à améliorer sur la plateforme qui va permettre aux gens de mieux se connecter entre eux. Donc, en écrivant ce rapport, je continue de contribuer à la mission qui m'a inspirée au départ. Ça change complètement la manière dont elle s'implique maintenant dans sa tâche pour elle se dire, ok, je dois faire très attention parce que chaque petit chiffre important, ça peut faire pencher la balance et ça peut influencer la décision. C'est ça. Là, tu te rends bien compte que chaque micro-action que tu poses va influencer d'une façon ou d'une autre le résultat final que vous poursuivez tous en tant que membre. Parce que tu es conscient que ce que tu fais a cet petit maintenant, mais c'est comme une pierre que tu apportes à l'édifice. C'est ça. Et si ta pierre est mal positionnée, l'édifice peut être bancal et sensible à cet endroit. C'est ça. Alors, la deuxième technique, ce sont les contrôles réguliers. Et c'est une autre façon d'aider les employés à explorer et faire ressortir leurs raisons d'être. Et ces contrôles réguliers utilisent 5 domaines d'investigation. Ok. Donc, en fait, disons que ça se décline en 5 questions, en fait. On a 5 domaines où on a 5 sujets de questionnement. Ok. Donc, justement, le titre de l'article, c'est 5 questions pour aider vos employés. Donc, je pense que, les différents domaines, on prend une question pour chacun de ces domaines-là et on fait un entretien, donc, je pense, régulièrement, contrôle régulier, d'un responsable avec le reste de son équipe. Avec chaque personne, je pense individuellement, ce serait bien.
Oui, bien non. Oui, donc je vais sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. On va commencer par la première question, qui est, que savez-vous faire de mieux? L'idée ici, c'est d'aider les gens à identifier leurs points forts et à ouvrir des possibilités à partir de là. Ok, ok. En gros, si je reformule, c'est poser des questions comme quelles sont les activités, quelles sont les tâches que vous faites le plus facilement? Quelles sont les tâches que vous accomplissez en fournissant le moins d'efforts possible? Je sais pas. Qu'est-ce que vous accomplissez? Qu'est-ce que tu as accompli? Parce que là, c'est un one-to-one, le manager avec un membre de son équipe. Donc, qu'est-ce que tu peux faire facilement et que tu pourrais pointer du doigt comme quelque chose d'exceptionnel, disons, dans toute ta vie professionnelle, dans ta carrière? Et je dirais aussi quelque chose que tu fais mieux que quiconque d'autre. Oui, totalement. Parce que c'est un point où, dans notre équipe, on se répète toujours à part de cette chose-là. Oui, ok. En fait, quels sont tes points forts? Oui, c'est ça. Oui, le plus simplement possible, c'est vraiment ça. Alors, ce qu'on veut déterminer ici, c'est ce en quoi la personne est douée et que lui donne un sentiment de satisfaction et d'utilité avec le moins d'efforts possible. Qu'est-ce que tu as accompli en mobilisant le moins de ressources? Oui, qu'est-ce qui te vient naturellement, qui a un grand plus, qui est vraiment de très bonne qualité, mais en faisant peu d'efforts. Donc, c'est ce avec quoi tu as le plus de facilité parce que tu as un niveau, pas la moyenne, un niveau quand même supérieur. Mais tu le fais avec moins d'efforts. Donc, c'est que tu es particulièrement doué pour ça. Ça peut être quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais c'est juste que c'est quelque chose, un talent que tu as. Voilà. Un talent naturel. Donc, c'est ça on veut déterminer en premier. Quel est ton talent naturel? Ok. Donc, ça, c'est la première question qu'il faut poser aux collaborateurs. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qui vous plaît? Cette question aide les gens à trouver ou à redécouvrir ce qu'ils aiment dans leur travail. Ok, disons pour moi, c'est la question qui va te permettre de t'identifier dans toutes les tâches que tu as accomplies au quotidien. Qu'est-ce que tu fais avec joie? Qu'est-ce que tu fais que tu ne trouves pas contraignant? En fait, même, tu peux trouver un petit peu contraignant, mais tu aimes bien le faire. Tu apprécies accomplir cette tâche. Ce que tu as hâte de faire. Totalement. Ce que tu pourrais faire toute la journée. Oui, je vais donner un petit secret ici. Quand moi, je fais les entretiens, vous savez, à la partie où on demande, tu peux poser des questions. C'est le type de questions que je pose à la personne qui me fait passer l'entretien. Quelle est la tâche que tu as hâte de faire quand tu commences ta journée? J'aime beaucoup la question. Je demande ça parce que moi, je trouve que ça donne déjà une bonne vision de l'ambiance au travail. Et si la tâche que la personne aime le plus faire, parce qu'en général, tu passes un entretien avec quelqu'un qui sera ton manager. Oui. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que ton manager... Qu'est-ce qui plaît à ton manager? Sur quoi est-ce qu'il y a le plus, quel est le type d'activité dans lequel son cœur va? Ça renseigne énormément sur la personnalité. Oui, exactement, c'est de savoir du coup, puisque c'est le manager, comment l'équipe est orientée, parce que c'est le manager. En général, comme je dis, on passe des entretiens avec les managers, rarement avec ses pairs. Donc, ce manager, tu lui demandes au manager qu'est-ce qu'il aime faire et qu'il te dit ça, te renseigne beaucoup sur l'ambiance dans l'équipe. Ouais. Bah, c'est la question 3. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus utile? Alors, cette ligne d'investigation met en évidence la valeur inhérente de certaines tâches. Ok. Ça, pour moi, c'est clairement demander aux collaborateurs quelles sont les tâches qu'il estime être essentielles, mandatoires, des tâches dont on ne peut pas se passer. Importante, pas forcément essentielle, juste importante. Parce qu'on a dit utile. Rappelle-moi la question. Qu'est-ce qui vous semble le plus utile? Oui. Est-ce qu'il vous semble le plus utile? On peut voir ça comme ça, effectivement. Parce que quelque chose peut être utile sans être nécessaire. C'est vrai. Dans ce cas, ça implique, ça compte aussi, ça prend également en compte les résultats dont le collaborateur est le plus... Lui-même, à savoir de quoi il est le plus fier. Oui, ce qui se dit qu'il a accompli. J'ai fait ça et franchement, ça fait la différence. Oui, totalement. Alors, justement, comme j'ai dit, c'est ça.
c'est d'évaluer ce que on fait comme tâche et qui fait la différence dans notre équipe, dans notre entreprise et même plus loin dans le monde. Oui. Là, on va venir à Marie qui fait son petit rapport. Elle se dit, bon voilà, je fais mon rapport. Ça fait la différence au moment de prendre la décision parce que mon rapport permet à la personne qui prend la décision de prendre une décision plus éclairée. Donc, s'il doit se lever comme ça et dire, bon, on va faire quoi maintenant comme nouvelle fonctionnalité sur Facebook. Et ça n'est pas encore plus grand dans le monde, dans le sens que les utilisateurs de Facebook ont maintenant une nouvelle fonctionnalité pour communiquer plus facilement avec leurs proches. Donc Marie, de son petit bureau à taper des rapports, elle a impacté le monde entier parce que toutes les personnes qui utilisent Facebook. Voilà, quand tu y penses. Donc, elle peut passer, voilà, dans mon rapport, ce qui me semble le plus utile, c'est quand je fais l'agrégation des données parce que ça aide à prendre des bonnes décisions. Alors, et la quatrième question, qui est une question, moi, je trouve un peu plus compliquée. Qu'est-ce qui crée un sentiment d'élan? L'objectif ici est de montrer comment le travail d'aujourd'hui aide à progresser vers des objectifs futurs. Ok, ça, il faut avoir la capacité de se projeter. Oui, forcément, parce que tu as une mission. Oui. Donc, pourquoi tu trouves cette question difficile? Non, parce que c'est difficile d'identifier ce qui crée un sentiment d'élan. C'est difficile d'identifier ce que je fais aujourd'hui, surtout quand tu es dans la routine quotidienne, et comment ça impacte mes objectifs à long terme. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu. Bon, il y a certaines personnes qui le savent, certaines personnes qui ne le savent pas. Moi, quand j'ai commencé à travailler quelque part, j'avais moi-même mes propres ambitions pour moi-même dans ma vie. Et je savais exactement dans 5 ans, dans 10 ans, je vais me retrouver à quel endroit. Le fait de prendre ce poste et de travailler à ce poste pendant 15 d'années, ça va avec, ça m'aide à progresser vers cet objectif. Au bout de 5 ans, même pas, au bout de 4 ans, j'avais moi-même du mal à continuer. J'étais moins motivée, moins impliquée dans mon travail, moi-même, parce que je voyais que j'ai déjà passé tout ce que ça pouvait m'apporter pour progresser vers mon objectif. Parce que maintenant, parce que si on dit, voilà, mon objectif, c'est dans cette direction, le travail est dans cette direction, on va dire, le travail est même comme ça. Mais en faisant ça, je m'avance vers mon objectif. Mais plus on avance, plus je dévie. Donc, à un moment, je devais quitter cette route et me remettre sur la prochaine. Mais ça, quand je dis, beaucoup de personnes ne font pas ce travail, c'est un travail vraiment intérieur. C'est bien pour le manager de venir poser cette question. Mais ça, la personne lui-même doit être très consciente. C'est ce qu'il faut faire soi-même d'abord. Oui, et ce que moi j'ai remarqué, peu de personnes se fixent des objectifs futurs très tangibles. Non, parfois c'est des choses, oui, parfois c'est des choses vagues, je veux pouvoir être millionnaire à tel âge, je veux pouvoir partir, c'est vrai que c'est abstrait. Mais il n'y a pas de, ce n'est même pas, la tangibilité n'est même pas dans le temps pour moi, c'est dans l'objectif concrètement. Je peux déjà imaginer quel genre de vie je veux pour moi-même. Et à partir de là, tu peux mesurer les différentes choses que tu fais aujourd'hui sur si ça t'approche ou pas de ton objectif. Ok, donc commencer par identifier en fait les priorités qu'on a en tant qu'individu et voir dans quelle mesure le travail qu'on accomplit chaque jour permet d'y arriver. Oui. Et un exemple encore que j'aime utiliser, qui est très basique, que j'utilise beaucoup, c'est, imagine tu vis dans un appartement. Tu n'aimes pas l'appartement dans lequel tu vis, pour différentes raisons, c'est mal si tu vis, c'est le monde du travail, il y a tout ton pluie, c'est impossible. Et tu te dis, ok, je veux pouvoir déménager et aller dans un appartement déjà plus proche du bureau et mieux situé, dans un endroit plus sécurisé, etc., etc. Mais actuellement, je n'ai pas le filet de sécurité nécessaire pour déménager. Et ce n'est pas si urgent que ça. Donc, je vais prendre le temps de mettre de l'argent de côté pour déménager. Et je me dis, bon, d'accord, dans 4, 5 mois, je pense que ce qu'il faut, je pourrais déménager. Donc, je me fixe cet objectif-là, n'est-ce pas? Je me suis fixé cet objectif. C'est quoi? C'est pas si long terme que ça, mais quand même. Voilà, j'ai fixé vers ça. Maintenant, je me dis, ouais, bon, j'aime pas l'appartement. Quelque chose qui pourrait aider, peut-être, c'est de refaire la peinture. Et là, tu engages une dépense pour refaire la peinture. Donc, c'est de l'argent qui aurait pu aller faire t'aider à changer l'appartement, que tu rediriges vers le fait de refaire la peinture. C'est vrai que ça, c'est toujours pour t'aider à être mieux dans ton cadre de vie, mais tu t'étais fixé un objectif dont tu viens de t'éloigner. Je vois. Donc ça, c'est une action que tu poses aujourd'hui, mais qui t'éloigne de ton objectif futur. Ok. Et ça, il faut en être conscient, en fait. Oui, c'est ça que je dis. C'est là le piège. Le piège où il faut être conscient de ça. Alors, la cinquième question.
qui est comment vous comportez-vous avec les autres? Et cette question encourage les gens à réfléchir et à entretenir des relations qui donnent plus de sens au travail. Je connais peu de groupes, bon, peu d'équipes de travail où les membres travaillent véritablement sans personne, sans, comment dire ça? Que vous êtes une équipe de travail. Est-ce que c'est pas évident de travailler dans une équipe de travail sans avoir le minimum d'interaction avec Oui, les mais autres? là, on ne parle pas juste des interactions. On veut de véritables interactions, la qualité. De la qualité des interactions. Totalement, la qualité. Parce que tu peux très bien dans une équipe, travailler avec les gens avec des interactions, mais ne pas avoir des professionnel, strictement, bon, il y a bien à ça. Oui. Mais voilà, des interactions de mauvaise qualité. Où c'est tout le temps dans la tension, dans le conflit, dans le stress, où voilà, tu dois aller demander au collègue le rapport qu'il doit donner pour que toi tu fasses le tien, et tu es stressé rien que d'y penser. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas d'interaction positive. Alors qu'avec une ambiance un peu plus, on va dire, amicale, conviviale. Oui, conviviale, c'est plus facile et moins protocolaire aussi, du coup, de demander un rapport. Et aussi, il faut penser au fait que la performance professionnelle, parce que là, on est en train de parler dans le cadre du travail, donc on parle beaucoup de la raison d'être dans le cadre professionnel, donc on peut penser, et ce sont des questions qu'on doit se poser à soi-même. Le manager vient te poser des questions, c'est pas le manager qui t'évalue, il vient te poser des questions et toi tu dois répondre ce que tu t'es évalué. Donc, c'est ça. Tu dois quand même savoir évaluer ta propre performance professionnelle. Donc, la performance professionnelle est censée t'apporter une satisfaction au travail. Si je rejoins ce qu'on a dit au début, où on veut que les gens aient une bonne satisfaction au travail, mais ça doit aussi quand même contribuer à la bonne santé de tes relations avec les gens. Personnel, tout comme professionnel. Parce que travailler au point de ne plus avoir le temps de voir sa famille, on sait tous que c'est pas la meilleure des choses à faire. Travailler et être une bête de travail de compétition au point de se mettre à dos tous ses collègues, ce n'est pas non plus la meilleure approche. Donc, ta performance professionnelle ne doit pas handicaper tes relations personnelles ou professionnelles, tes relations, tes interactions humaines. C'est ça. Et donc, c'est quelque chose aussi à évaluer. Comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que je suis trop compétitive? Ou bien, est-ce que j'ai plus d'affinité avec ça? Qui sont les gens que je préfère? Quel est le type de personne avec qui je me travaille? Est-ce que je veux me challenger, sortir de ma zone de confort et aller vers des gens différents et voir comment je réagis avec? Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler de temps en temps. Je n'ai littéralement rien à ajouter. tu as fait le tour. Tu n'as pas beaucoup parlé aujourd'hui? Non, écoute. Alors, tu as tellement bien parlé, écoute. Mais comme on aime quand même t'écouter, moi j'aimerais te demander. Me demander quoi? Oui, mais on a parlé ici de 5 questions que un manager doit poser régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de la pertinence d'une telle approche de 5 questions? Est-ce que tu penses qu'il y a une question qui n'est pas forcément utile? Ou déjà, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on ne doit pas partager? Tu n'aurais pas envie, toi, de partager avec un manager parmi les questions que nous avons? Alors, ça c'est une question piège, ça. Peut-être qu'il y a des choses que toi, tu n'aimerais pas partager avec Ok, je ne parlerai pas de moi. Je vais dire que c'est possible que sur la question 4, le sentiment des gens, hein? Oui, la question où il est suggéré de se projeter et de voir en fonction de où est-ce qu'on veut aller, est-ce que ce qu'on fait dans notre travail, est-ce que le travail où on se trouve nous permet toujours, en tout cas, est-ce que le travail sert toujours cet intérêt-là qui permet d'atteindre l'objectif à long terme qu'on s'est fixé. Ça, je trouve que c'est un petit peu difficile de répondre en tant que salarié quand le manager pose cette question. Ça dépend. Non, ça dépend. Je trouve parce que intéressant ce que tu dis. Oui, ça peut être difficile de répondre à cette question parce que déjà, ça peut indiquer au manager que, par exemple, on n'est pas bien dans le travail qu'on fait actuellement et qu'on est sur le point de se barrer. Alors, ça ne devrait pas aller là, justement. C'est l'idée des contrôles réguliers et d'instaurer une bonne ambiance où les gens peuvent parler. Tu vois, c'est ça. J'ai posé cette question pas au hasard parce que c'est bien d'avoir aussi le revers de la médaille et de conseiller aussi par rapport au problème qui peut subvenir. Donc, quand on demande ce qui crée un sentiment d'élan, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Ou encore une question qu'on peut te
poser, c'est qu'est-ce que tu envisages pour toi-même pour la suite? Et comment tu peux trouver que ce que tu fais aujourd'hui est utile pour ce que tu veux faire dans le futur? C'est vrai qu'on peut être un peu centré là-dessus. Oui, moi, j'ai été responsable d'équipe. Et c'est une question que j'avais posée aux autres personnes, à mon équipe, de temps en temps, demander, qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui. Et j'ai remarqué ce que tu dis là. Vous avez du mal à répondre. Ils sont un petit peu, on n'est pas forcément très à l'aise à partager, à être complètement transparent là-dessus. Oui, mais moi, je dis une manière de répondre à cette question, c'est de mettre la question dans le contexte de l'entreprise. Oui. Ça, c'est une astuce. Parce que moi, quand on me pose cette question, moi, je reconnais mal comment répondre et à dire clairement comment moi je mon visage. Parce que moi, je travaille dans une entreprise tech. Donc, c'était la tech, c'était les technologies, on apprenait de nouvelles choses. On connaît les projets qui allaient dans tous les sens. Moi, je posais cette question pour savoir quelle technologie pousser prochainement. Si toi, tu as une technologie qui t'intéresse et qu'on a un nouveau projet, je sais que je vais pousser cette technologie-là pour que tu puisses apprendre et te faire les mains dessus. Et le fait que tu aies cette technologie pendant que tu es avec nous, c'est un plus pour nous également. D'où l'intérêt, en fait, de créer un cadre vraiment bienveillant dans lequel les collaborateurs se sentent à l'aise et en sécurité de partager ce genre d'informations avec leur manager. Et aussi, c'est bien de dire ça parce que eux aussi, de dire ta projection de carrière dans l'entreprise. Parfois, si on te pose cette question, peut-être ne va pas loin, ne l'aborde pas, mais donne juste ta projection de carrière dans l'entreprise. Dans l'entreprise, effectivement, parce que ça aussi, ça peut t'ouvrir des portes. Oui, parce que tu peux être là et puis dire, bon, tu es membre de l'équipe et on te demande ça et tu te dis, j'aimerais bien pouvoir être responsable de telle chose. Et alors, on va te dire, ok, mais telle chose qu'on fait actuellement n'est pas du tout dans ça. Peut-être je vais te rediriger, te confier plus ce type de tâche, ça va te préparer à ça. C'est dans ce sens-là que c'est important. Et surtout, ça peut réaliser à ton N+1 que tu as de telles ambitions et il va te pousser dans ce... Dès qu'une opportunité se présente, il sait, ok, lui, il a envie de faire ça, donc c'est bien de le mettre là. Plutôt que d'essayer de tâtonner un peu qui va prendre cette responsabilité. Ça marche, ton environnement est bienveillant. Moi, oui, ça c'est bien. Moi, j'irais encore même plus loin. Je dirais au manager même, je dirais même déjà au recruteur de poser ce type de questions. Oui. On te recrute pour tel rôle. Est-ce que, voilà notre organigramme. Où est-ce que tu te projettes? Où est-ce que tu aimerais être dans quel nombre de temps? Pas forcément dans quel nombre. Voilà notre organigramme. On te prend, je sais pas, on te prend peut-être aujourd'hui comme stagiaire, donc on va dire Marie encore à Facebook. On l'a pris peut-être à la base comme stagiaire, elle faisait les photocopies, elle tapait les rapports. Maintenant, elle écrit elle-même les rapports. Peut-être qu'elle veut être chef du département des statistiques à Facebook. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour être chef du département des statistiques? C'est déjà très bien, non seulement pour toi personnellement. Oui. Vraiment. Voilà. Est-ce que le fait que je n'ai qu'une licence aujourd'hui va poser problème et qu'il faudra alors que je prévois le temps pour faire un master avant d'arriver là parce que c'est nécessaire de mettre quelqu'un qui a un master à un tel niveau? Est-ce qu'il faut de l'expérience dans quoi, dans ça avant d'arriver là? Et tu sais déjà et tu arrives à faire des paquets. Et faire ce check-up avec ton manager, celui qui est ton N+1 régulièrement, t'aide à progresser de manière, on va dire, stable vers cet objectif-là. Régulièrement. On a bien mis l'accent sur ça dans toute la vidéo. Toutes ces questions-là sont à poser. Cet entretien-là, c'est pas qu'une question par entretien. C'est toutes ces questions-là, idéalement par entretien et de façon assez régulière pour vraiment faire un check-up régulier, être sûr que les objectifs ne changent pas entre-temps, les envies, Une astuce, c'est de le faire au moment de l'évaluation. Sauf que chez nous, tu sais que l'évaluation est généralement annuelle. Oui, c'est bon, c'est régulier. Tu ne changes pas de motivation ou de quoi. En l'espace d'un an, tu es sûr? Non, vraiment l'espace d'un an, oui, mais pas du jour au lendemain. Donc, d'ici un an, on refait au moment de l'évaluation. Ce sont des questions qui sont bien à avoir. Peut-être un mois avant l'évaluation, comme ça, tu sais, au moment de l'évaluation, comment rediriger cet employé-là, faire de meilleurs. Quelque part, il va être plus utile, non seulement pour l'entreprise, mais pour lui. Pour lui-même. Alors, je pense qu'on est arrivé tout doucement comme ça, à la fin de cet épisode. On a eu une discussion assez intéressante. J'espère que ce qu'on a donné ici comme conseil aide et les managers, et les employés, et les membres. Tout le monde. Tout le monde, en fait. Oui, parce que c'est bien, moi, je trouve, de faire aussi ce travail pour soi-même, de temps en temps,
pour savoir si on est toujours aligné avec ce qu'on fait et nos ambitions sont toujours en train d'être sur la même ligne. Est-ce que notre nous du futur est aligné avec notre nous du présent? En tout cas, est-ce que le nous qu'on projette dans notre futur là est toujours dans la ligne de cible de notre trajectoire Ça n'a pas actuelle? changé en tout cas. Voilà. Alors, nous sommes arrivés comme ça à la fin de cet épisode et j'ai une question à poser. Je rappelle le titre de l'article qui est 5 questions pour aider vos employés à trouver leur raison d'être. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut être présomptueux de suggérer que la raison d'être d'une personne est confinée à sa vie professionnelle? Parce que même moi, quand j'ai lu le titre de l'article, je me suis dit, ah, quand même, j'ai plus que ça, moi, qui fait ma raison d'être. Donc, je me dis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ce sentiment-là et j'aimerais qu'on en discute un peu dans les commentaires, qu'on débatte, ou d'autres personnes qui pensent que ce n'est pas du tout le cas. Dites-nous donnez-nous vos arguments pour me convaincre. Alors, en attendant tout ça, likez cet épisode pour motiver Emma à plus participer la prochaine fois. Aujourd'hui, il a été un peu silencieux. Mais voilà, on espère la prochaine fois. Likez pour l'encourager. Likez. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça va me motiver. Et laissez-nous des commentaires, pas seulement sur la question que j'ai posée pour vous, aussi poser des questions immenses. Il a une expérience professionnelle très riche et peut-être pouvoir partager avec vous des astuces. Moi, je parle déjà beaucoup dans les vidéos, donc voilà. Vous posez la question, il va vous répondre dans la prochaine vidéo. Donc, pour être sûr de voir cette réponse-là, abonnez-vous. Et comme ça, vous me montrerez le prochain épisode. Ça a été un plaisir et c'est comme d'habitude. Et en attendant qu'on se retrouve, gardez votre esprit d'équipe. Bye bye.